Humanoïdes, mutants et humains. Conférence donnée le 25 septembre 1982 au siège de Nouvelle Acropole, Madrid, Espagne. Cet après-midi, je vais avoir le plaisir de parler avec vous d'un sujet très actuel concernant la probabilité qu'il existe des mutants, des humanoïdes et la possibilité d'être humain. Et je dis la possibilité d'être humain, car parfois nous arrivons à nous demander dans notre intimité, quand nous sommes seuls, sommes-nous vraiment humains au plein sens du terme? Avons-nous réalisé nos rêves? Les réalisons-nous? Travaillons-nous vraiment pour un monde nouveau et meilleur? Sommes-nous aussi bons et aussi généreux que nous pouvons l'être? Sommes-nous vraiment humains? Quand nous marchons dans la rue, que nous portons sur les épaules le sac de notre égoïsme et que nous voyons des gens allongés par terre, des personnes complètement marginalisées par elles-mêmes, la pire marginalisation de toute notre société, sommes-nous vraiment humains quand nous passons au large? Sommes-nous vraiment humains alors que nous pourrions participer à une œuvre constructive et que nous avons une attitude contemplative, stérile, égoïste et mesquine? Demandons-nous donc si nous sommes vraiment humains. Par conséquent, nous allons essayer de voir cette problématique des humains, des humanoïdes et des mutants. Il existe actuellement une littérature prolifique qui parle de la possibilité de ces mutations, généralement considérées comme des déformations. Quand je parle de mutants, un monstre apparaît dans l'imaginaire de beaucoup d'entre nous. Quelqu'un d'affecté par une radiation atomique, quelqu'un qui, au lieu d'avoir 5 doigts, en a 3, une sorte de monstre qui s'approche pendant la nuit et boit notre sang. Ceci nous fait voir toute mutation comme quelque chose de mauvais, de diabolique, comme quelque chose de vraiment déformé. Pourtant, la mutation est un terme neutre qui signifie changement. Les anciens alchimistes parlaient d'une transmutation des métaux, d'une transmutation des êtres humains. Dans l'Athanor où se trouvaient les 4 éléments, il y avait la possibilité de cette transmutation, de la mutation du plomb en or, de trouver le lapis philosophorum, la pierre philosophale. Nous croyons que cette possibilité existe, la possibilité de la transmutation. Nous croyons philosophiquement en la possibilité de l'évolution, d'une évolution réelle, constante et dynamique. Et quand je dis évolution, je ne me réfère pas aux théories qui se sont cristallisées dans le courant évolutionniste du 19e siècle avec Darwin, selon lequel l'humanité proviendrait d'une espèce de singe, d'un Homo non sapiens, qui, en raison des nécessités de l'environnement, j'ai entendu ces mots quand j'étudiais à l'université, est devenu un cueilleur et a commencé à amasser les choses qui l'entouraient. Lorsqu'il ne resta plus rien autour de lui, il se déplaça et devint nomade. Puis il devint éleveur, agriculteur, leva la tête pour cueillir les fruits les plus hauts, se redressa et se sépara ainsi des autres animaux. Notre conception est beaucoup plus ancienne, beaucoup plus nouvelle et beaucoup plus actuelle. Nous ne considérons pas l'homme comme faisant partie du règne animal, mais d'un règne différent. Nous ne pensons pas que l'homme ait pu surgir de l'évolution de l'animal. Nous allons essayer de l'expliquer avec des mots très simples. Nous dirions qu'un bon champagne est l'évolution d'un bon vin et qu'un plat bien assaisonné est l'évolution d'un morceau de viande.
mais c'est l'évolution de quelque chose et non sa transmutation. Un bon vin peut devenir du champagne, un morceau de viande peut devenir un magnifique repas, mais ils ne peuvent devenir ni homme, ni un ange, ni Dieu, ni même une machine. L'évolution renforce nos propres caractéristiques et les amplifie, mais elle ne les transmute pas. Elle ne les transforme pas. L'évolution d'une voiture utilitaire peut nous donner un prototype qui roule à 300 km/h. Mais cela ne transformera pas ce prototype en chat ou en bâtiment. Il y a des différences essentielles, non seulement quantitatives, mais qualitatives. Nous devons faire la différence entre quantité et qualité. Si nous avons une pomme, 2, 10 ou des milliers de pommes, cesseront-elles d'être des pommes à cause de la quantité? Non. Même si nous en obtenons de meilleures, les yeux, la moustache, les cheveux vont-ils commencer à parler, à faire de la poésie, de la musique? Pouvez-vous imaginer que d'un singe ou d'une bête puisse émerger un Wagner, un Michel-Ange, un Murillo ou un Cervantes? En aucune façon. Il est évident que d'autres éléments sont intervenus dans ce processus d'évolution. Nous allons donc faire une première différence. L'évolution affecte les formes de la vie. Ce qui est au-delà de la vie, ce que nous appellerions esprit, n'évolue pas. Il peut être transmuté, il peut mourir et renaître, mais pas changer simplement. C'est la même différence qu'il y a en chimie entre un mélange et une combinaison. Nous refusons, pour clarifier certains points, l'évolution à la manière darwinienne. Nous pensons que l'être humain évolue dans sa forme parce qu'il existe des restes de squelettes qui le prouvent. Nous savons parfaitement que l'être humain et l'animal évoluent quant à leur forme. Aujourd'hui, nous ne verrons pas un ptérodactyle voler, ni passer un diplodocus. Évidemment, les formes animales ont changé. Mais qu'est-ce qui nous certifie que ce qui était à l'intérieur du ptérodactyle ne vole pas aujourd'hui à l'intérieur d'un oiseau? Qu'est-ce qui nous certifie que ce qui était dans le diplodocus ne peut pas être aujourd'hui à l'intérieur d'un autre animal? Qu'est-ce qui nous certifie que l'évolution affecte vraiment la partie intérieure? Rien en réalité. Les recherches les plus récentes prouvent ce que nous disons. Les scientifiques actuels ont fait une découverte importante qui, pour nous, philosophes amoureux de l'ésotérisme et de la tradition, n'est pas une nouveauté. Que les êtres vivants sont comme des robots programmés, que, génétiquement, à travers les générations, il se produit une sorte de programmation qui fait que les caractéristiques des animaux, les caractéristiques des êtres humains, se répètent de manière déterminée. Il existe des mystères dans la nature. Il y a des animaux qui ont changé de forme, par exemple, un ptérodactyle en oiseau ou en reptile. Un machaidoron, animal préhistorique, en chat. Mais d'un autre côté, on a trouvé dans des strates de la période carbonifère des libellules fossilisées qui étaient simplement plus grandes que celles d'aujourd'hui. Autrement dit, les insectes appartiennent à une ligne d'évolution non évolutive. Si on peut dire, ils doivent avoir un type d'évolution qui fait qu'il n'y a pas de changement de forme, mais simplement diminution de leur taille. Les petits êtres comme les amibes n'ont pas changé non plus. On a trouvé des empreintes d'êtres unicellulaires datant de millions d'années qui sont exactement les mêmes qu'aujourd'hui. Nous voyons donc que, chez certains êtres, il y a un changement de forme
et chez d'autres non. Cela confirmerait les anciens enseignements selon lesquels dans ce monde, nous sommes tous contemporains, mais ne vivons pas dans le même temps. En d'autres mots, nous vivons tous à un moment donné, mais pas à la même vitesse, pas de la même manière. Ainsi, j'ai un chat siamois nommé Zorro. Il n'a que 5 ans, mais selon les vétérinaires et les zoologues, c'est l'équivalent de 35 à 40 ans chez les êtres humains. Il est presque vieux, alors qu'à 5 ans, un être humain est un enfant. Que se passe-t-il? Pourquoi un oiseau meurt-il si vite entre nos mains alors qu'une tortue ou un éléphant peuvent voir nos petits-enfants et les enfants de nos petits-enfants? Il est évident qu'il s'agit de programmations différentes imprimées sur un genre de matière primordiale, à partir de laquelle nous nous différencions. Les mots manquent dans le langage que nous utilisons pour désigner cette matière. Les anciens hindous auraient dit l'akasha. Il est évident que ces différenciations n'obéissent pas seulement à des milieux physiques différents. Penser que la girafe a développé un long cou uniquement pour manger les feuilles au sommet des arbres, c'est ignorer la zone où vivent les girafes, c'est-à-dire la savane où les arbres ne sont pas vraiment abondants. Penser que les baleines sont sous l'eau parce que c'est leur milieu le plus naturel est une erreur, parce que les baleines sont des mammifères et pas des poissons, et si une baleine reste sous l'eau trop longtemps, elle se noie, comme nous. Qu'est-ce qui l'a poussée à aller en mer? Qu'est-ce qui a pu conduire d'autres êtres à sortir de la mer? C'est un problème qui nous fait penser à un facteur X, facteur inconnu, différent, qui a fait muter des substances, qui n'est pas seulement un facteur physique, mais bien un facteur métaphysique, un facteur psychologique, un facteur spirituel. Jetons un coup d'œil à l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des milliers d'années, un groupe humain s'est consacré à élever des pyramides, qu'un autre groupe humain à une autre époque s'est consacré à élever des cathédrales gothiques, et qu'il existe maintenant un autre groupe humain qui se consacre à faire des routes? S'agit-il d'une évolution physique? Non, physiquement, nous sommes pratiquement les mêmes que les Français du XIIe siècle ou les Égyptiens d'il y a 6, 7 ou 8 000 ans. Pourquoi alors avaient-ils un autre mode de vie, une autre conception du monde que nous? Qu'est-ce qui les a fait changer? Sans aucun doute, ce n'est rien de physique. Je me trouvais à Paris lors des études sur la momie Ramsès II et j'ai pu y assister dans les laboratoires du musée de l'homme où elles se sont déroulées. Ramsès II avait du sang comme le nôtre. Je crois me rappeler qu'il était du groupe A+. Sa structure osseuse était exactement la même que la nôtre. Physiquement, il était comme nous. Il souffrait même d'artériosclérose. Cependant, Ramsès II pensait d'une manière différente de la nôtre. Il a vécu et il est mort différemment de nous. Quel est cet élément différent? La culture? La culture peut-elle vraiment créer des modifications? C'est possible car, en plus d'une transmission génétique, nous transmettons une culture aux nouvelles générations. Il ne suffit pas d'avoir un enfant, il faut l'éduquer. De l'éducation de cet enfant sortira un homme ou une femme qui nous ressemble. D'une certaine manière, nous avons des éléments génétiques qui ne sont pas seulement physiques mais métaphysiques que nous utilisons à travers l'éducation. Cependant, nous sommes contraints de penser que cette éducation ne suffit pas car des frères, éduqués dans leur maison par la même mère et par le même père, qui vont à la même école, dans les mêmes conditions, lorsqu'ils sont plus âgés,
se consacrent un à la science, un autre à l'art et un autre est toxicomane. Cela se produit dans de nombreuses familles. On se dit, comment est-ce possible? Quel est le problème avec mon fils? Alors que je suis une personne normale, que mon père était une personne normale, que mon grand-père était une personne normale, qu'est-il arrivé à mon fils? Qu'est-il arrivé à ma fille? Même si la culture est un facteur que nous pourrions appeler de modification, la culture pour la culture ne suffit pas non plus. Pourquoi? Parce qu'une chose est de donner la culture et une autre est de recevoir la culture. L'être humain ne vit pas de ce qu'il mange. L'être humain vit de ce qu'il assimile. Si un être humain est privé de la capacité d'assimilation, quoi qu'on lui donne à manger et à boire, il mourra d'inanition. En revanche, si un être humain a un mécanisme d'assimilation en bon état, il suffira de lui donner de l'eau et un peu de riz, comme c'est le cas pour tant de peuples orientaux, pour qu'il vive parfaitement et n'ait aucun problème. L'être humain vit donc de ce qu'il assimile, non de ce qu'il ingère. Il ne s'agit pas non plus de donner une culture massifiante, une culture à la manière bourgeoise, où tout le monde doit suivre un cursus déterminé, passer un même examen, savoir des choses arrêtées et connaître la liste des rois goths. Il est également nécessaire que ceux qui reçoivent cette culture aient la capacité de l'interpréter. Interpréter la culture est une marque d'intelligence, de différenciation sur le plan psychologique et mental. Ceci nous amène à penser que, selon ce que disent les livres anciens, il y eut peut-être à de nombreuses reprises des mutations au sein de l'humanité qui affectèrent même les animaux et les plantes. J'insiste encore une fois, pourquoi y a-t-il des mammifères comme la baleine qui ne peuvent pas rester longtemps dans l'eau et qui pourtant y vivent? Pourquoi y a-t-il des animaux comme la chauve-souris qui peuvent tout juste se maintenir en vol, qui, de plus, sont pratiquement aveugles et qui pourtant volent? Quelque chose a fait muter leur gène, leur programme et ensuite est resté. Pourquoi chez les hommes y a-t-il eu autant de différences dans le domaine culturel, dans la compréhension et dans le vécu? Peut-être que dans les temps anciens ont déjà existé ces mutations qui peuvent être dues à de nombreuses causes. Les gens qui ont peur du rayonnement radioactif que peuvent émettre certains éléments avec lesquels nous travaillons aujourd'hui, les scientifiques confirment l'existence d'un danger. Pourquoi, sinon, jettent-ils les déchets atomiques au large de la Galice, dans une fosse atlantique ou au large des côtes qui ne sont pratiquement pas surveillées, et ne les jettent-ils pas dans la Tamise ou dans la Seine, qui, si, somme toute, ils sont dans les fûts et qu'il n'y a aucune possibilité à la radioactivité de s'échapper. Il est évident qu'ils savent que ce problème existe et pourrait faire que mutent les programmes physiques qui régissent les formes des corps. C'est un problème à prendre en compte, non pas pour cesser de travailler avec l'atome, puisque son utilisation nous procure une force, comme le fait celle de la vapeur ou des hydrocarbures, mais nous devons l'affronter d'une autre manière, avec moins d'égoïsme, avec plus d'humanité. Nous devons penser que nous sommes tous des êtres humains, que nous souffrons tous, que nous pouvons tous être victimes de la douleur. Je viens de parler de la possibilité d'une mutation due à une cause physique, comme les radiations. Mais il existe des phénomènes de mutation qui correspondent à des causes psychologiques. Qu'arrive-t-il aux êtres humains qui se consacrent à tuer d'autres êtres humains? Est-il normal, comme nous le voyons avec les terroristes en Espagne, que devant un être humain à terre avec une balle dans la tête, quelqu'un d'autre s'approche de lui et l'achève avec une autre balle dans la tête? Pensons humainement. Ne voyons pas cela
simplement comme quelque chose que nous lisons dans le journal. Imaginons que ce soit nous qui le faisons. Où trouverions-nous la force et le cœur d'appuyer à nouveau le pistolet sur sa tête et de tirer une nouvelle fois sur un être humain ensanglanté au sol et à l'article de la mort? À part les idéologies, quelles sont les raisons pour lesquelles on le fait ou ce que l'on cherche? Que se passe-t-il chez cet être humain quand il le fait? Que se passe-t-il chez un être humain, comme dans le cas du génocide survenu à Beyrouth que nous avons lu dans les journaux ces derniers jours, lorsqu'on éclaire une fillette avec un projecteur pour qu'elle ne puisse s'échapper aux rafales de mitrailleuses? Quand on voit un enfant trébucher et tomber dans la rue ou ailleurs, même s'il n'a rien à voir avec nous, on se penche pour le prendre et l'aider. C'est instinctif. Qu'est-ce qui brise en nous cet instinct supérieur? Qu'est-ce qui peut muter en nous psychologiquement au point d'en arriver à ces énormes aberrations? Comment se fait-il qu'il y ait des gens, j'en ai connu, et vous aussi vous en avez connu, qui se complaisent à jeter de la nourriture en pensant à tous ceux qui meurent de faim en Inde? Qu'est-ce qui nous fait nous tenir derrière les fenêtres quand il fait froid, bien abrités, et que, peut-être, voyant quelqu'un frissonner sous la neige, il nous semble que notre feu est plus chaud, qu'il est meilleur? Comme nous pouvons le voir, il existe en nous d'autres possibilités de mutation, bien plus dangereuses que celles qui peuvent provenir des radiations atomiques. Pour quelles raisons la plupart des recherches scientifiques mènent-elles à la guerre? Vous savez parfaitement que les têtes atomiques qui existent aujourd'hui dans le monde, les deux grands blocs, marxistes ou capitalistes, suffiraient à détruire plusieurs fois notre planète, ce qui est totalement irrationnel. Qu'est-ce qui a conduit une humanité où il y a 1 milliard de personnes qui n'ont rien à manger, où la moitié des gens n'ont pratiquement pas d'éducation, où certains vivent sous une simple feuille de palmier, qui est tout ce qu'ils possèdent, et même boivent l'eau des flaques avec leurs mains? Qu'est-ce qui a conduit à ce qu'il y en ait d'autres qui, ayant la possibilité de donner des opportunités à ces gens, au lieu de leur donner, les utilisent pour fabriquer des têtes atomiques et des armes qui un jour peuvent détruire non seulement l'humanité, mais toute la nature? Où est la mutation? Quel est le danger? Le danger de mutation n'est pas que nous ayons un doigt de plus ou que nous n'ayons plus de cheveux ou de nez. La mutation survient à partir du moment où il y a des gens qui se consacrent à de telles occupations. La mutation physique sera affreuse, mais la cause de toutes les mutations physiques est métaphysique. Les animaux dont nous avons parlé, qui habitaient la Terre à d'autres époques, se sont transformés à partir des changements dans leur programme génétique et aussi en raison d'un besoin, de quelque chose qui les a touchés, venu d'une autre dimension, pour un autre type de besoin. Le danger que nous courons n'est pas seulement celui de subir une mutation génétique à cause des radiations atomiques. Le plus grand danger, le plus immédiat et le plus actuel est de subir une mutation intérieure sous l'effet d'une série de poisons de type métaphysique, plus dangereux, moins tangibles. Parce que nous pouvons enterrer les scories atomiques, les immerger, les annuler, mais où mettons-nous les scories de la méchanceté et de l'égoïsme humain? Demandons-nous de nouveau une chose, et pardonnez-moi d'insister, pourquoi les matières atomiques sont-elles déversées sur la côte atlantique et pourquoi pas ailleurs? Parce que l'on sait que le Portugal ou l'Espagne n'ont pas une force suffisante pour pouvoir contester. Pourquoi ne sont-elles pas jetées aux portes de Moscou ou dans le port de New York? Quelle en est la cause? L'égoïsme. Que l'autre meure et pas moi.
L'empoisonnement dont nous souffrons, cette possibilité de devenir de véritables humanoïdes, existe déjà, ici et maintenant. Qu'est-ce qu'un être humain réellement? Un être humain est quelque chose qui a la capacité non seulement de créer génétiquement, mais aussi de créer artistiquement, scientifiquement et littérairement. Un être humain est une personne capable de donner la main, non pas parce qu'il a le pouce en opposition avec les autres doigts, mais parce qu'il y a quelque chose en lui que les autres êtres n'ont pas. Un être humain est capable d'aider l'autre, même s'il ne le connaît pas. Il est capable de fléchir les genoux et de prier un Dieu inconnu, un Dieu énigmatique, silencieux, qui lui parle depuis les textes anciens, mais qu'il ne voit pas, qu'il ne connaît pas, qu'il pressent seulement au fond de son cœur. Celui-là est un être humain. Un être humain est celui qui a la capacité d'aimer, de faire des actes héroïques, de pouvoir affronter la vie, de pouvoir affronter d'autres hommes, des animaux, des êtres, peu importe, au nom de la vérité. Un être humain est quelqu'un qui a le sens de l'honneur, qui ne se vend pas pour tout l'or du monde, qui ne se tait pas pour tout le plomb du monde. Celui-là est un être humain. Et que sont les humanoïdes? De simples caricatures d'êtres humains qui salissent notre monde, non seulement physiquement, mais psychologiquement et spirituellement. Les humanoïdes sont ceux qui nous recommandent d'être égoïstes, de vivre pour nous-mêmes et non pour les autres, de n'avoir jamais un moment de pitié, de concentration ou de méditation profonde dans la vie. Ceux-là sont réellement les humanoïdes, même si, peut-être, leurs visages sont parfaits, même s'ils ont 5 doigts comme nous, même s'ils ont le nez au milieu de la figure. Nous nous trouvons dans une conjonction historique difficile dans laquelle nous devons apprendre à lutter et à survivre. Nous sommes déjà, maintenant, face aux mutants, face aux humanoïdes. Nous sommes confrontés à des forces déchaînées dont le reflet ne sont que pollution de l'environnement, pollution des coutumes, rupture des cellules familiales, désintégration des États, exploitation des humains par les humains, négation du droit au travail, du droit à l'amour, du droit à la justice et à la paix. Nous sommes déjà, maintenant, en présence de ces êtres glacés, de ces espèces qui nous attaquent en profondeur. Nous sommes victimes de ce que nous pourrions appeler une occupation idéologique de la part de ces humanoïdes et de ces mutants. Nous sommes victimes d'une tentative de régression non pas vers l'homme intérieur, mais vers la bestialité. Par conséquent, nous devons nous renforcer dans nos principes et réaliser que le vrai danger ne réside pas dans les effets que peuvent avoir les radiations d'une bombe atomique, mais dans le fait que quelqu'un largue la bombe. Parce que, si personne n'appuie sur le bouton, la bombe ne va pas partir toute seule. Où est la contamination? Dans la tête nucléaire? Non, dans la tête humaine qui a conçu le bouton et qui va le pousser pour que des millions de personnes meurent. Là est la vraie contamination humaine et contre cette contamination, contre ces humanoïdes, contre ces mutés et mutants et mutateurs, parce qu'ils veulent nous faire muter tous, nous devons garder toute notre force spirituelle et avoir de l'espoir, avoir la foi en nous-mêmes et dans le destin de l'humanité. Je ne suis pas prophète, je ne prétends pas l'être, je suis une personne comme vous, mais mon sens historique me permet de prédire qu'il est très difficile d'utiliser les armes atomiques. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les deux camps disposaient de grandes quantités de gaz asphyxiants qui avaient été déjà utilisés durant la Première Guerre mondiale. Mais le danger que ces gaz puissent atteindre leur propre ligne et leur propre ville à la faveur des vents a fait qu'aucun des deux camps, même celui qui perdait, n'en a fait usage dans ces moments les plus désespérés.
Parmi ces gaz figurait ce qu'on appelait le gaz moutarde, qui traversait tous les blindages et tous les interstices. Aujourd'hui, une guerre atomique nous conduirait à la destruction, non pas d'une partie du monde, mais du monde entier, puisque les vents eux-mêmes, la rotation de la Terre, emporteraient partout ces particules. Alors essayons de ne pas nous battre avec des fantasmes. Nous n'avons pas à lutter contre des bombes ou des missiles. Ce que nous devons essayer de faire est de sauver les êtres humains qui sont derrière les missiles. Parce qu'il y a chez les êtres humains le danger détonateur de toute arme atomique et de toute arme pouvant nous conduire vers une mutation. Nous devons atteindre le cœur et le mental de ces hommes afin qu'ils soient guéris, sauvés et qu'ils appartiennent de nouveau vraiment à l'humanité. Pour pouvoir le faire, comme un remède contre ce fléau, nous devons brandir notre force spirituelle. Je sais, mes amis, que ces mots peuvent parfois paraître très puérils. Que pouvons-nous faire avec la force spirituelle face à une fusée atomique? Je répète que la fusée atomique ne s'élèvera pas si personne ne touche le bouton qui la lance. Ce n'est pas sur les armes atomiques que nous devons agir, mais sur les êtres humains qui vont les lancer. Nous devons agir de manière à pouvoir leur apporter toutes les choses nobles et bonnes qu'ils ont oubliées. Nous devons essayer de dépasser ce que l'on pourrait appeler vulgairement un grand je m'en foutisme qui existe actuellement dans tous les pays du monde. Les choses nobles, bonnes et vraiment remarquables sont oubliées, laissées de côté, semblent vieilles. Nous avons dans notre philosophie une autre conception de ce qui est jeune et de ce qui est vieux. On n'est pas jeune parce qu'on a plus ou moins de rides, non. La jeunesse est un acte de conscience. La jeunesse est intérieure. C'est la dimension de nos rêves et la portée de notre volonté. Même ceux qui ont 80 ou 90 ans, s'ils ont des rêves dans le cœur, s'ils croient au lendemain, s'ils peuvent relever un enfant qui tombe, s'ils ne peuvent concevoir de diriger un projecteur sur quelqu'un qui court pour qu'on les mitraille ou de faire sauter la tête d'un homme qui est au sol, ils sont jeunes, ils sont nouveaux, ce sont des êtres humains. Et tous ceux qui, bien qu'ils aient le teint très lisse, envisagent de faire ces atrocités ou d'appuyer sur ce bouton qui changerait tout cet ordre, tout ce système, ne sont pas des enfants mais des vieillards, et pire que vieux, ils sont morts. Ceux qui, lorsqu'ils ferment les yeux, peuvent entendre le chant des oiseaux, même s'il n'y en a pas, ceux qui, lorsqu'ils ferment les yeux, peuvent sentir la fraîcheur des rivières, même s'il n'y en a pas à proximité, ceux qui, lorsqu'ils ferment les yeux, peuvent sentir la clameur d'une humanité qui demande un monde nouveau et meilleur, même s'il n'y a personne qui crie à côté d'eux, ceux-là sont véritablement des êtres humains, parce que l'être humain n'est pas une machine, mais quelque chose d'intérieur, quelque chose de supérieur. Quand j'étudiais la médecine, je me souviens que, dans ma pratique obligatoire sur les cadavres, je les touchais et les ressentais. Je trouvais des os, je trouvais une sorte de tuyau, les veines et les artères, une sorte de corde, des muscles, et je me rendais compte que je touchais une machine où les tubes de support étaient les os, où les paquets de veines et les nerfs étaient comme des câbles électriques pour la transmission de stimuli de type électrique, magnétique. C'est une machine, rien de plus qu'une machine, qui peut même être corrigée par des moyens physiques. Maintenant, je porte des lunettes parce que je suis myope. Si mon corps était si important, si c'était quelque chose de super spirituel, pourrait-il être corrigé avec 2 morceaux de verre? Certainement pas. Si ce corps peut être corrigé avec 2 morceaux de verre, si cette langue m'aide à former des mots,
qui peuvent atteindre même les amis qui sont dans l'autre pièce grâce à un appareil électronique comme ce microphone, un appareil qui me complète au sens physique. Si ces autres machines servent à éclairer, rendons-nous compte que l'important est au-delà de ces machines et que le danger n'est pas dans leur mutation, mais dans une mutation déjà engagée des principes spirituels, mentaux et psychologiques qui nous meuvent. Voilà le véritable danger. Nous devons recréer une série d'éléments classiques non parce qu'ils sont vieux, mais parce qu'ils durent. Nous devons construire un monde nouveau et meilleur, où il y ait plus d'amour, où il y ait du travail pour tous, où il y ait une justice pour tous, un monde dans lequel les drapeaux sont des liens d'union entre les êtres humains et non des barrières qui nous séparent. Un monde dans lequel les gens de sexe différents ne se battent pas et ne se moquent pas les uns des autres, mais s'unissent avec amour pour la grande création qui est de vivre au sein de l'humanité. À Nouvelle Acropole, c'est ce que nous essayons de faire jour après jour, heure après heure. C'est pourquoi nous nous appelons Nouvelle Acropole, la nouvelle ville haute. Nous voulons une ville haute en morale, haute en bonté, et comme chez tous les hommes et toutes les femmes, il y a potentiellement le bien, la beauté, la vérité et la vie, nous devons simplement éveiller chacun de ces êtres humains. Telle est notre vision, celle de chacun de vous, vous qui, aujourd'hui, par un après-midi pluvieux, un samedi désagréable, êtes venus ici pour écouter l'humble philosophe que je suis. Chacun de vous, quand vous quitterez cette maison, rappelez-vous que vous possédez un phare intérieur avec lequel vous pouvez briller, que personne n'est trop vieux, que personne n'est trop jeune, que personne n'est trop ignorant, que personne n'est trop petit, que personne n'est trop pauvre, que personne n'est trop riche, ni trop fort, ni trop faible, que chacun d'entre vous se trouve la force puissante de l'espèce humaine, l'humanité, que nous attendons, celle qui compose l'être humain nouveau, le monde nouveau. Lorsque vous retournerez dans la rue, dans des endroits si différents de celui-ci, lorsque vous rencontrerez les mutés et les mutants, ne les craignez pas et ne ressentez aucun mépris. Essayez qu'ils voient en chacun de vous, par l'exemple, par la parole et par l'action, un espoir que le monde leur a refusé. Ayons l'espoir fermement ancré dans nos cœurs. Le monde de demain sera meilleur si chacun de nous est meilleur, si chacun veut être meilleur. S'il travaille pour l'être et ose dire que nous pouvons être meilleurs, que nous pouvons surmonter tout le matérialisme, surmonter tout ce qui nous empoisonne. Le monde doit à nouveau avoir des rivières qui chantent, le monde doit à nouveau être propre. Nous devons pouvoir à nouveau marcher dans les villes la nuit et sans crainte. Nous devons pouvoir garer une voiture sans craindre que nos vies soient cassées et que tout nous soit volé. Nous devons reconstruire le monde parce que d'une certaine manière, nous avons détruit le monde par notre propre inertie. Que notre force de volonté et celle apportée par ceux qui sont plus jeunes, ceux qui ont dans leur âme ce pouvoir extraordinaire de l'Aphrodite d'or, procède à la véritable transmutation du monde, afin que notre Seigneur, le Roi du monde, nous aide dans ces moments difficiles, donne la force à nos bras, la capacité à notre mental, des émotions pures à notre cœur, la capacité aussi à ceux qui sont dans l'erreur de revenir sur le sentier car nous les attendons avec les bras ouverts, crucifiés dans une matière empoisonnée, mais les bras ouverts en un geste d'amour. Nous, les philosophes, sommes ceux qui, en cette nuit des temps,
Allumons de nouveau une lampe et indiquons le chemin vers lequel on peut aller, un chemin où il n'y a pas de terreur, où il n'y a pas de mal, un chemin où il y a l'espoir et le bien, parce que chacun d'entre nous porte dans ses mains une graine de bien. Ne la laissez jamais tomber. La chose la plus triste que j'ai trouvée dans tous mes voyages, dans les villes que j'ai visitées, ne sont pas les cimetières où on trouve les morts, c'est-à-dire les machines qui ont cessé de fonctionner. Le plus triste, ce sont les cimetières des rêves, les rêves brisés qui, comme des oiseaux sans ailes, sont restés à l'intérieur de chacun d'entre nous. Que ceux qui sont physiquement plus jeunes osent vivre leurs rêves et leurs réalités. Que ceux qui sont physiquement plus âgés osent découvrir la force morale et spirituelle qui un jour les a fait rêver dans la vie, sourire, aimer, marcher, et qu'ils puissent le communiquer à tous les autres êtres du monde. Redevenons des êtres humains. Ne craignons rien. N'allons pas aux bombes ni aux armes à feu. Allons aux êtres humains qui sont derrière les armes. Notre propre mission doit être une mission humaniste. Apprenons-leur qu'il y a de l'espoir, qu'il y a de la vie, qu'il y a de l'amour et qu'il y a Dieu. La différence fondamentale entre un être humain et un animal ne réside pas dans leur programme génétique, mais en ce que l'animal ne s'incline que pour prendre sa nourriture. L'être humain, par contre, peut s'incliner non seulement pour prendre sa nourriture, mais aussi pour solliciter Dieu, notre Seigneur, pour tous les êtres humains du monde.